Monsieur le préfet de ce beau département, Monsieur le président de l'association des petites villes de France, cher Christophe Bouillon, Monsieur le maire d'Uzès, Monsieur le maire de cette commune, Monsieur le président délégué, cher Pierre Jardier, comment ne pas saluer le secrétaire général, Loïc Hervé, qui veille sur la relation aussi entre votre association et le Sénat. Et je voudrais vraiment, avec gratitude, saluer le président Martin Magny, avec qui parfois nous avons eu des différences, mais toujours nous avons eu le territoire en partage. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de bonheur que je l'ai entendu encore ce matin. Et je voulais lui exprimer vraiment mon respect ce matin devant vous tous. Je voudrais saluer, bien sûr, le vice-président du Sénat, Jean-Marc Garotti, a partagé vos travaux, et saluer mes collègues sénateurs du département, Yvette Lopez, Pascal Bory et Simon Sutour, qui veillent comme vice-président sur notre commission des affaires européennes. Je voudrais saluer mes collègues députés, puis j'ai vu les visages de collègues avec qui j'ai beaucoup partagé au Sénat pendant un certain nombre d'années. Vous savez tous, mes chers collègues maires, vous saluez tous, mes chers collègues élus, et l'ensemble des partenaires et responsables. D'abord, monsieur le maire d'Uzès, je vous remercie de nous accueillir, puisque on a évoqué la duchesse d'Uzès, monsieur le président Bouillon. J'évoquerai l'aspect très positif de la duchesse d'Uzès, première femme à avoir obtenu son permis de conduire, symbole de la modernité en France. Un peu moins la partie politique aux côtés du général Boulanger, pour le démocrate que je suis. Mais dans une ville qui a le nom de cette duchesse, elle a aussi porté les traditions et les valeurs. Je n'emprunterai ni à Racine ni à Corneille, mais à quelqu'un qui a partagé son temps à Uzès, André Gide. Ce qui pourrait être la thématique de notre échange de ce matin, je le cite, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. D'abord, Monsieur le Président, merci de m'avoir convié à clôturer ces 22e assises qui marquent les 30 années de votre association. Alors, je n'étais pas sur le film, ben, je vous souhaite un bon anniversaire. Et comme l'article de la Constitution alcaliste confie au Sénat la représentation des collectivités territoriales, j'ai le sentiment de faire la synthèse entre tous ces présidents et que mon bon anniversaire, il est vraiment collectif. Votre association représente les petites villes de France dans son intitulé. C'est un Français sur 3. Et je crois qu'on ne le mesure pas assez. J'ai entendu le débat sur les métropoles, le débat sur l'espace rural. On pourrait avoir un débat aussi sur ces villes dites moyennes. Et vous êtes un Français sur 3. C'est dire le rôle essentiel qu'exerce le réseau de quelques 4000 villes dans notre pays, qui fédèrent de larges territoires, jouant, et je l'ai entendu ce matin, puisque j'ai trop brièvement mais partagé vos ateliers, un rôle moteur dans les bassins de vie et constituant une interface entre des mondes parfois différents et dont ma vocation est plutôt de les relier ensemble. Par nature, peut-être parce que je suis vétérinaire, les fractures, ça se réduit. Et donc, le rôle du Sénat, c'est d'être un réducteur de fractures. Et pourtant, ces fractures, ne nous cachons pas la vérité, elles sont réelles, profondes. Et ce matin, c'est le 64e département que je rencontre, mais je reviendrai, Monsieur le Président du Conseil départemental, vous saluant dans ce département, parce que la réalité des fractures dans le pays, elles sont de nature parfois différente, et parfois, je peux vous le dire, de nature poignante. Ce matin, j'ai entendu parler de la paupérisation. Elle n'est pas que financière, elle est parfois beaucoup plus que cela. Elle est aussi une de mes préoccupations après 20 mois de rencontres avec le pays. Mais votre situation est aussi fragile. Il faut renforcer
votre fonction de ville-centre. Il faut travailler tous ensemble à la cohésion sociale. Il faut développer les services et les infrastructures sur les espaces que vous animez et assurer une attractivité. Tout à l'heure, le président Belleville parlait de l'attractivité. Elle est bien sûr économique, elle est numérique, elle est démographique, elle est écologique. Elle est aussi liée à l'éducation et à la santé. Un territoire qui n'est plus en capacité de proposer une équité en matière de santé est un territoire qui perd son attractivité, utile les plus beaux cerveaux sur ce territoire. J'ai entendu l'annonce faite hier par le Premier ministre de lancer un plan Petite Ville de demain, une bonne décision qui s'inscrit dans la continuité d'ailleurs de propositions portant pacte national de revitalisation, notamment des centres-villes et des centres-bourgs. Nos collègues Rémy Pointreau et Martial Bourquin ont d'ailleurs proposé au vote du Sénat, c'était le 14 juin 2018, ce vote qui fut d'ailleurs transpartisan. Oui, il y a la question d'une ville comment la voit-on demain? C'est une ville au cœur battant, irriguée par des commerces qui demeurent dynamiques, des services publics efficaces, là où les écoles, la poste et les trésoreries sont toujours présents. C'est une ville où il fait bon vivre, attractive, par une forme d'art de vivre. Disons-le, j'ai entendu Pierre Jarlier il y a un instant, l'année 2018 fut une année, je m'exprimais comme la reine Elisabeth II, horribilis pour la relation entre les collectivités territoriales et l'exécutif. Alors souhaitons que nous n'ayons pas de Boris Johnson pour avoir une année horribilis pour notre pays. L'échec de la Conférence nationale des territoires en a constitué, si j'ose dire, l'épicentre. C'était, cher Pierre Jarlier, une bonne idée. Mais pour dialoguer, il faut d'abord écouter, s'écouter et inverser les verticalités. Je crois que réellement et sans esprit critique, j'ai tellement envie que mon pays aille mieux, je vous le dis. J'ai tellement envie qu'il n'y ait pas d'un côté des Français qui ont le sentiment d'être à côté, en dehors. Parce que je l'écrivais à François Hollande, quelqu'un a évoqué tout à l'heure, je crois que c'était le président de la Fédération des travaux publics, ce qui s'est passé après les attentats. Soyons clairs, une partie du pays ne s'est pas levée. Est-il pour autant à condamner ou à rejeter? Il faut se poser la question. Et d'ailleurs, mais j'y reviendrai, c'est ce qu'on a retrouvé à l'automne dernier. Et sur le trajet de la Duchesse d'Uzès, entre Rambouillet et Uzès, il y a beaucoup de ronds-points. Et beaucoup de ces ronds-points ont été le symbole d'une France d'à côté qui a essayé de se faire entendre avec tous les abus inacceptables et condamnables. Ne me croyez pas tomber, pour ceux qui me connaissent, dans un quelconque populisme. Mais si cela ne nous interroge pas, alors je crois que nous aurons manqué quelque chose. Et j'ai même entendu que le président de la République, depuis 48 heures, s'était vraiment interrogé sur ce sujet. Oui, cette crise, une forme de révolte des ronds-points a révélé notre éloignement. Et je me mets dedans. Mais l'éloignement des pouvoirs vis-à-vis des réalités du terrain et des citoyens. Elle a souligné en contrepoint un désir, une attente de proximité, tant de le rapport aux décideurs publics. Mes chers collègues, moi j'ai été maire, il ne paraissait pas mode de le dire, 5 mandats. Et au fond, de voir que seuls les maires adjoints, les conseillers municipaux ont la confiance majoritaire de mes compatriotes, ça me réjouit. Mais en même temps, ça m'interroge, parce que d'autres élus sont nécessaires à la nation, et qu'il faut donc qu'on retrouve le chemin de la confiance, et qu'il faut donc que nous nous retrouvions les uns et les autres dans ce chemin de confiance. Ce besoin de proximité, de solidarité territoriale et de confiance, oui, appelle une réponse. Les problèmes demeurent, notamment dans ces territoires ruraux, mais pas seulement eux.
passez une journée en Seine-Saint-Denis, vous verrez que, comme je l'ai fait à Noisy-le-Grand, il y a des réalités aussi qui sont des réalités complexes. La maison France Service, cette nouvelle maison de service public promise par le gouvernement de chaque canton, peuvent constituer un élément de réponse à cette demande de proximité. Encore faut-il en examiner les modalités et le financement. Mais est-ce qu'il ne faut pas se dire que la première maison de service public, c'est la mairie? Et commencer par pas vider les mairies avant de créer d'autres maisons. Pardonnez-moi, je vais prendre un exemple très concret et actuel. Dans toutes mes visites départementales, y compris en Ille-et-Vilaine, où j'étais à côté de Pierre Méniory et Dominique Delège, dans une partie entre Saint-Malo et Rennes, cette question m'a été posée, c'est la question des trésoreries. Et j'ai vérifié, Uzès était sur la ligne Bing 2. Je dois vous dire que, personnellement, je crois que cet exemple illustre une méthode qu'il faut faire évoluer. Et j'ai vu la mobilisation notamment des sénateurs de ce département auprès du ministre des Comptes publics. Je crois que nous ne pouvons pas concevoir une dualisation des services publics. Et Monsieur le Président de la Poste, vous savez combien nous échangeons sur ce point. Je ne veux pas voir un pays où il y aurait un service premium dans les métropoles et quelques grandes villes, et un service low cost dans le reste du territoire. Il faut que nous avancions dans les conditions économiques que nous connaissons. J'ai, dans une vie antérieure, été rapporteur du budget de la Poste. Je n'ignore pas le passage de 2 millions à 1,3 million, mais pour les trésoreries aussi. Bien sûr que l'ère du numérique nous oblige à évoluer. Bien sûr que tout ça doit nous conduire. Mais attention aux décisions verticales. Voilà pourquoi je me réjouis. J'avais rencontré le 3 juillet, après notamment ma visite en Ille-et-Vilaine, le ministre des Comptes publics, pour lui dire, je connais bien, attention, attention. Je me réjouis qu'au moins pour l'année 2020, mais du temps gagné, vous savez, moi je suis un être concret, ça permet d'ouvrir le dialogue. Il n'y aura pas de fermeture sans l'avis des maires. Et je crois que le maire d'Uzès, en tous les cas, réservera son avis un certain temps, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit ce matin. Second sujet que vous avez évoqué, la santé. Vraiment, ce sujet s'est invité dans le grand débat. Et quand on parle d'égalité républicaine, nous voyons là que nous sommes sur un sujet majeur, pas simplement d'attractivité, mais simplement d'égalité républicaine. J'étais non loin de Paris, dans le département de l'Yonne. Il y a dans l'Yonne, mais cher Christophe Bouillon, en Normandie, même dans l'Eure, dans la Manche, mais dans l'Yonne, pour 100 enfants dans l'Yonne et 100 enfants dans mon département les Yvelines, il y a 5 fois moins de pédiatres. J'étais hier dans l'Allier. Le taux de couverture en psychiatrie est 4 fois inférieur au taux de couverture en psychiatrie de la région de France. Nous avons donc là un vrai sujet. Et nous avons voté, mes collègues sénateurs le savent, peut-être pas tous l'ont voté, mais nous avons voté majoritairement. Jean-Marc Gabouty doit s'en souvenir. Nous avons voté le texte sur la santé parce que nous avons réussi, après un débat, à imposer, notamment que le 3e cycle de médecine générale se fasse dans les zones sous-dotées, obligatoirement. Mais est-ce suffisant? C'est la question que je me pose. J'étais en Saône-et-Loire la semaine dernière, président du conseil départemental. Qu'est-ce qu'il fait? Il a aujourd'hui salarié, il sera 50 médecins le mois prochain. Département de l'Orne n'a pas, alors qu'il est à 80 km du CHU de Caen, une seule installation de médecins venant du CHU depuis 4 ans. Il a recruté le directeur du SAMU pour aller à l'université de Salamanque, recruter les médecins espagnols et les mettre en français. J'inaugure au Perth
d'ailleurs avec Dominique Delège et Pierre Méhaignerie, une maison médicale où tous les médecins viendront de Roumanie. La réalité, un jour, s'imposera à nous tous, et donc, je suis de ceux qui sont réservés sur le principe de la coercition pour la coercition, mais pour avoir présidé les hôpitaux publics de ce pays pendant 8 ans, je me dis que nous avons là un vrai sujet devant nous. Et ce sujet qui est devant nous, il faudra le traiter. Il en va de même sur la couverture numérique. Pardonnez-moi, il y a encore tellement de zones blanches, on n'en est même pas au numérique, que si j'ai nommé une vice-présidente de conseil départemental à l'ARCEP, composée de très beaux cerveaux, centraliens, polytechniciens, c'est parce que j'avais envie que le territoire soit entendu. Mais il faut que nous fassions pression tous ensemble, parce que la situation n'est pas satisfaisante. Vous savez, avoir un débat sur la couverture numérique ou le 5G, quant à plus de 500 mètres, soi-disant, d'un État laïque qui a fait du clocher la référence, eh bien, je dois dire que nous avons là des vrais sujets d'aménagement et d'équilibre du territoire. Enfin, nous aurons la transition écologique. Vous l'avez évoqué, elle est essentielle. En passant trop brièvement dans un atelier, j'ai vu qu'elle était au rendez-vous. Et je crois qu'elle est, et vous êtes les porteurs, méditez simplement ce que disait le président des maires du Nord, il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Monsieur le Président, l'écologie punitive imposée dans l'eau crée des tensions quand l'écologie locale crée du lien. Et je pense que vous êtes les acteurs de ce lien. Oui, chers collègues, ma fonction de maire et d'élu local demande du courage, de l'abnégation. Nous sommes les témoins d'ailleurs des dérèglements de notre société, à la montée des individualismes, des communautarismes. Quelque part, à 550 000 élus locaux dans ce pays, il y a une part de filet de sécurité démocratique. C'est d'ailleurs ce que j'écrivais en 2015 au président Hollande. La mort du maire de Chypre, dans les conditions que nous savons, est aussi un des symptômes d'une société en perte de repères. Et le maire de Dreux, président des maires de Rouen-Loire, évoquait samedi dernier, il reprenait une formule sur l'ensauvagement progressif d'une société. C'est vrai, nous avons lancé au Sénat, et elle sera dépouillée cette semaine, plus de 4000 témoignages, ce qui est quand même très significatif. Alors, je le dis, puisque vous l'avez évoqué, et j'y reviendrai, la réponse doit être juridique, mais ne peut pas être que juridique. Elle doit être aussi face au sentiment de lassitude, à l'environnement administratif. J'ai demandé cette étude, et Monsieur le Préfet, nous l'avons échangé sur ce point, le nombre de classements sans suite, de plaintes déposées par les maires, des motifs d'urbanisme, d'environnement, ou tout simplement d'incivilité à l'égard de la fonction, est préoccupant. Je ne mets pas en cause l'autorité de justice, mais c'est un sujet sur lequel nous ne pourrons pas, nous, parlementaires, ne pas nous pencher dans les jours qui viennent. Et oui, la sécurité juridique. Un de nos collègues, regretté Pierre Cochon, avait sécurisé les élus. Mais je crois qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on se pose la question. Quand je vois le nombre de maires, de présidents de communautés qui sont mis en cause devant la justice pour des raisons de marché, sans qu'il n'y ait aucun motif, je me dis qu'on ne peut pas continuer comme ça si nous voulons d'ailleurs renouer la confiance. Ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire couvrir des choses qui ne sont pas acceptables. Mais il va falloir qu'on y voit clair dans cette matière de responsabilité, de conflit d'intérêts. Tous ces sujets-là méritent d'être analysés. Je voudrais peut-être vous répondre pour ne pas être trop long, mais je suis venu à Uzès rond-point après rond-point, donc j'ai envie de profiter de ce temps. Voici donc les territoires, la décentralisation revenue sur l'avant-scène.
je ne parlerai pas en acte 1, acte 2. Nous sommes, comme on dit aujourd'hui, dans la saison 2. Alors je propose qu'on la réalise tous ensemble. Oui, je souhaiterais souligner quelques aspects concrets du projet de loi Engagement et Proximité, que le Sénat va examiner en première lecture. C'est son rôle constitutionnel. Et chacun sait que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, la première lecture est une lecture marquante, puisque c'est sur le texte du Sénat qu'on votera, et non pas sur le texte du gouvernement. C'est un des principes d'ailleurs qui a été une avancée des droits du Parlement. De nos collègues rapporteurs Mathieu Darnaud et François Gatel. Le texte propose une modification profonde, ou plutôt assez profonde, des liens entre communes et intercommunalité. C'est vrai, je ne peux pas vous cacher, moi qui suis un optimiste impénitent, que j'ai senti notamment en 2018 beaucoup de lassitude. Parce qu'en fait, depuis 10 ans, nous avons eu 5 textes modifiant le périmètre, depuis le discours de Toulon d'ailleurs, du président Sarkozy. Et chaque alternance a bouleversé le texte, et parfois à l'intérieur des alternances, on a rebouleversé les textes. Je prends un seul exemple. L'ancien maire de Rambouillet, en 6 ans, a vu son périmètre d'interco modifié 5 fois. Si vous voyez là de la stabilité, de la prévisibilité, de la lisibilité, c'est tout ce que demandent les élus. Donc, mes chers collègues, il ne s'agit pas de détricoter l'intercommunalité, il faut que ça soit clair. Moi, je fais partie de ceux, ça fera plaisir à M. Sutour, qui ait voté la loi Chevènement alors que j'étais dans l'opposition. Parce que j'ai pensé que c'était une décision, j'allais dire, utile. L'intercommunalité, rappelons-nous quand même, c'est un mode d'organisation dans un esprit coopératif, de mutualisation. Et c'est cela, j'ai entendu tout à l'heure parmi les derniers intervenants, un maire du Gard le rappeler dans son principe. Sans faire de généralisation excessive, comme tout chiffre c'est caricatural, je peux vous dire où j'en suis, la commission des lois a fait une enquête, la moitié des intercos fonctionnent bien. Dans l'autre moitié, un quart peut progresser parce que les fusions forcées, ça nécessite parfois des ajustements complexes. Et un quart rencontre encore de vraies difficultés. Parmi celles-là, il faut le dire, ce n'est pas le cas de toutes, celles qui ont la taille de mes chemises, c'est-à-dire XXL, eh bien, ce qui peut aller pour mes chemises ne va pas totalement pour un certain nombre de territoires. Alors, en matière d'organisation de l'intercommunalité, 2 principes. Le premier principe, c'est la subsidiarité, qui permet que la décision soit prise par la collectivité la compétente, la plus proche du terrain. Le second principe, c'est celui de la liberté, parce que on voit bien que l'intercommunalité subit dans son périmètre, on en voit des pièces. Sur ce sujet, le texte que nous propose le gouvernement, en fait, reprend beaucoup de propositions votées en juin 2018, là aussi de manière largement transpartisane par le Sénat, sur la place des maires dans les intercommunes. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité, il y a des maires qui ont le sentiment de ne plus exister. D'où l'institution d'une forme de pacte de gouvernance. Elle existe dans un certain nombre d'intercommunes. Il y a des exemples prévoyant les modalités d'association des maires à cette gouvernance et la création possible d'un conseil des maires. La transmission, j'ai entendu le président des maires de Pont-de-Clé le dire tout à l'heure, aux conseillers municipaux non conseillers communautaires, d'éléments d'information et d'association. Nous n'avons jamais eu autant de démissions de conseillers municipaux qui avaient le sentiment, alors vraiment, de ne plus servir à rien. Et donc, il faut se poser la question, parce qu'en ces temps de crispation, nous avons besoin de ce réseau aussi des conseillers municipaux. Et puis un mot, en vous écoutant tout à l'heure, je suis désolé pour celui qui m'avait préparé mon texte, il est en train d'être bouleversé, mais
je ne peux pas ne pas, je ne suis pas venu uniquement délivrer un discours, mais aussi écouter. Je voulais simplement vous donner mon expérience. Il est une maladie aiguë, non traitée, dans le cadre de l'intercommunalité, qui s'appelle la réunionite. Et tout nouveau dans le système, j'ai demandé à mon successeur à Rambouillet, l'homme de grande qualité, par rapport à l'époque où j'étais en responsabilité dans cette ville que j'habite toujours, combien de réunions? Et il m'a fait la stat, j'ai demandé au directeur général des services de faire combien de réunions? 2 fois plus. Et quand vous êtes dans des intercos en Occitanie, autour de Saint-Gaudens, 102 communes, 24 000 habitants, une assemblée délibérante de 152 membres, 17 de moins que le Parlement belge, ils n'ont pas de problème linguistique. Mais quand on va d'une vallée pyrénéenne à une autre vallée pyrénéenne, aller-retour pour des élus dans ces réunions, c'est 2 heures de transport. Avec le niveau d'indemnité qu'on connaît, dont chacun sait qu'il est rutilant et qu'il permet de payer les impôts dessus. Voilà, mes chers collègues, la réalité. Et donc, nous devons nous appeler à cette réalité. Je ne fais pas ça par démagogie, mais parce que c'est la vraie vie. Et donc, dans les réunions, il y a de moins en moins de maires. Il y a de moins en moins de ces maires qui ont le sentiment. Parce que c'est vrai que quand les Hautes-Pyrénées, pour venir de la vallée de la Barousse, au centre, ça n'est pas chose simple. S'agissant de la gouvernance, le texte prévoit la possibilité de donner au maire une autorité fonctionnelle sur les services de l'EPCI dans le cadre d'une convention de mise à disposition. Il y a aussi la création de pôles, indispensable dans un certain nombre d'intercommunalités, Monsieur le Président Malvy. Je pense notamment, j'ai été me rendre auprès d'une grande interco volontaire, elle, de 154 communes, celle du Pays Basque. Mais je sens bien, et le président Etchegaray me le disait, les tensions s'ils ne s'organisent pas en pôles, mais qui ne soient pas simplement des pôles d'information, des pôles de gestion, des pôles de suivi de décision et de mise en œuvre de décisions. Il y aura aussi la mise en place d'une procédure simplifiée pour l'éventuel retrait d'une commune, naturellement avec la neutralité financière, voire pour les très grands EPI, le partage en 2 ou 3. S'agissant des compétences, j'ai entendu votre motion. Vous devriez être content. Le texte du gouvernement déjà marque un progrès par rapport au précédent, puisque aussi bien communautés de communes et d'agglos peuvent subdéléguer les compétences eau et assainissement aux communes. Mais je crois savoir, je suis même sûr, que nos 2 rapporteurs vont proposer de revenir à la proposition initiale du Sénat que nous avions votée à l'unanimité, monsieur. Mais aussi permettre, dans certains cas, je le vis actuellement sur la question sensible, monsieur le préfet de l'eau, certains départements souhaitent que cette compétence soit coordonnée, certaines communes par les départements eux-mêmes. J'ai assisté à un débat dans le Cher, par exemple, sur ce sujet. Enfin, dans un souci de simplification, nous devrions proposer la suppression des compétences optionnelles, ne garder que les facultatives et les obligatoires, comme ça ce sera clair, et la possibilité d'un transfert à la carte de compétences facultatives sous réserve de la neutralité financière, ce qui permet de donner des souplesses. Je sais que ça peut vous bouleverser un peu, mais vous demandez de la souplesse, ben, il faut bien qu'on rentre dans la souplesse. On ne peut pas rentrer dans les discours. Bien sûr, la question de la neutralité financière est importante. J'ai déjà presque évoqué l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux en évoquant la responsabilité, notamment juridique, la reconnaissance de l'engagement des élus, l'extension du congé électif, les nouvelles dispositions en matière de formation, tout ça, notre délégation aux collectivités territoriales a proposé. Le président de la République
dans une de ses rencontres avec les élus, a dit qu'il reprendrait. Une partie est dans le projet de loi qui nous est proposé. Une autre partie ne relève pas de la loi, mais du domaine réglementaire ou de la pratique. Dans une lettre rectificative la semaine dernière, mais je crois que le Premier ministre vous l'a évoqué, il est prévu une extension du pouvoir contraventionnel. Mais il faut réellement qu'il y ait une effectivité de tout cela mis en place. Sur la question des indemnités, le gouvernement a prévu une revalorisation des indemnités de fonction dans les petites communes de moins de 1000 habitants de manière univoque. Le Sénat souhaite examiner l'effectivité du dispositif proposé, notamment dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que l'opportunité d'un mécanisme de revalorisation plus progressif, y compris pour des communes au-delà de 1000 habitants. Nous ne souhaitons pas entraîner les maires dans des pièges et des débats. Nous souhaitons là aussi les sécuriser et faire dans le concret, sans misérabilisme, mais en même temps avec le principe de réalité. Oui, mes chers collègues, nous souhaitons établir un cadre clair pour celles et ceux qui seront élus ou réélus en 2020. Et je souhaite qu'il y ait beaucoup de maires qui se représentent. Je suis plus optimiste qu'en 2018. Et je pense que vous êtes le premier maillon de la démocratie représentative, monsieur. Quand on se pose la question de la démocratie participative, pardonnez-moi, nous la pratiquons depuis longtemps. Nous allons au Sénat, à partir de la fin octobre, remettre un droit constitutionnel qui avait été oublié, et j'ai ma part de responsabilité parce que j'aurais dû le réanimer plus tôt, c'est le droit de pétition. C'est une proposition de François Pillet, avec deux collègues, Henri Cabanel et Philippe Bonnecarrère, et qui permettra aux citoyens, mais je vous le dis, la commune, c'est la petite république dans la grande. Ce terme, il n'est pas de moi, il est d'un sous-préfet, à qui je demandais, il était sous-préfet de Nogent-de-Retrouze. Il s'appelle Abdelkader Garza, a priori, il n'est pas totalement né dans le Cantal, et il est rentré à mon cabinet. J'ai dit, comment vous voyez la commune? Il m'a dit, comme la petite république dans la grande. Et je crois qu'il avait raison. Et nous l'avons vu dans la difficulté de l'automne et de l'hiver dernier. Au fond, les maires, c'est vous qui avez tenu la République. Vous avez tenu la République. Et les maires, on ne les oppose pas aux présidents de conseils départementaux, aux présidents de région, tous ensemble. C'est pour ça que la notion de territoire uni me plaît. Elle n'est pas des territoires unis contre, mais ça nous amène, si vous le voulez bien, à deux autres sujets. La loi de finances et y a-t-il vraiment une nouvelle étape de la décentralisation? Sur la loi de finances, mes chers collègues, le Premier ministre s'était engagé devant le Congrès des maires à une réforme profonde des dotations et des finances locales. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je peux comprendre, c'est complexe. C'est complexe. Et nous connaissons les orientations du gouvernement. Nous avons eu des scénarios successifs. Vous le savez tous, vous l'avez en tête. Transfert de la part départementale du foncier bâti aux seules communes. Transfert d'une part de TVA au département ainsi qu'aux EPCI. Engagement qu'aucune collectivité ne sera perdue. Moi, je prends acte de ces déclarations. Simplement, à ce jour, alors que nous avions un engagement, le Premier ministre a dit hier, je lui ai d'ailleurs écrit il y a quelque temps, nous n'avons pas encore les simulations. Elles nous étaient promises pour la fin juillet. Et j'ai dit clairement que je n'ouvrirai pas la séance qui débattra au Sénat des finances locales sans connaître totalement les simulations. Et, pardonnez-moi, c'est un pouvoir qu'a le président du Sénat. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Moi, je fais confiance. Mais la confiance n'exclut pas la vigilance. Aujourd'hui, au Conseil d'État, l'article sur la taxe d'habitation fait 100 pages. 100 pages, ça veut dire que ça doit être d'une simplicité. Du livre de la Genèse.
Et je suis toujours méfiant, non loin de m'y aller, sur la nécessité d'une lecture claire du texte. Moi, j'ai répondu, soli scriptura, seulement l'écrit. Alors, j'ai une inquiétude que je livre aux spécialistes que vous êtes. Le potentiel fiscal va être bouleversé par le système. Et le potentiel fiscal bouleversé, ça veut dire des fonds de péréquation et des dotations de solidarité dont nous ne sommes pas certains de les connaître. Monsieur Baligan, c'est indispensable, car sinon nous risquons de nous réveiller avec l'accord de rappel de la taxe professionnelle, j'en ai quand même un souvenir. Ah oui, ému. Et on risque de dévisser sur la part. Non, je le dis parce que c'est très important. Et moi, j'arrive pas toujours à le comprendre, mais il est très fort. Quand Klopfer écrit il y a quelques jours qu'il y a un risque de tsunami sur la péréquation, je crois malheureusement, si j'écoute mes conseillers, membres de la Cour des comptes, ce qui n'est pas toujours une garantie, mais qui sont bons conseillers, je crois qu'on risque ce tsunami sur la péréquation. Et donc la simulation doit nous dire ce qui va se passer. Parce que garantir à l'euro près, y compris donner un peu plus à un certain nombre de communes, vous savez très bien, et si on se réveillait avec un bouleversement de la péréquation. Et j'ai bien entendu dans votre résolution, vous demandez aux métropoles, eh bien, de vous soutenir. Je ne sais pas si c'est la solution, je pense que c'est dans la réforme générale, je me permets de dire, M. Jarnier, que nous pourrons avancer. Moi, je pense que les métropoles, c'est une chance dans notre pays. Mais je voudrais simplement vous porter la parole d'un élu du Pas-de-Calais, qui, dans une réunion d'élus, m'engueule et me dit pourquoi vous ne faites des lois que pour que quelques métropoles et régions puissantes. Je crois qu'il posait la question. Nous sommes dans les avalements, M. Baligan, de temps en temps. On a connu la grappe, il n'y a pas eu de raisin au bout d'ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas se poser. Mais se poser la question de tous ces Français qui ne sont pas dans les métropoles. Et d'ailleurs, en dehors des métropoles, l'essentiel de l'activité industrielle qui risque de muter se trouve. Nous sommes peut-être à l'aube d'un changement très profond dans l'industrie automobile. Où est-ce qu'on fonde les culasses dans la région de Châtellerault? Où est-ce qu'on fait de la sous-traitance automobile? Pardonnez-moi, on en fait un peu à Rambouillet, mais on fait du haut de gamme. Et donc, nous avons pour le territoire une attention très, très particulière. Car le PIB industriel, il n'y a pas qu'à Figeac, qui était 18% quand j'étais ministre du Travail, qui est un peu moins de 12% aujourd'hui. Eh oui, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Mais c'est quand même un vrai sujet et il touchera vos territoires de manière extrêmement forte. Oui, maintenant parlons décentralisation. Je souhaite vraiment que nous parlions de décentralisation. Je pense, j'ai entendu le Premier ministre, il faut qu'on l'écrive ensemble, cette décentralisation. Ce n'est pas une troisième étape, c'est une nouvelle génération. Et avant d'écrire des textes, d'abord on se dit, est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on ne considère pas que c'est le territoire qui porte, et je le vis aujourd'hui dans une expérience plus politique, qui porte des réalisations, des propositions, mais aussi des difficultés? Et je crois que nous devons vivre la verticalité inversée. Sans esprit critique, et ça n'a pas commencé au printemps 2017, nous avons assisté à une recentralisation progressive. Et cette réalité, elle est là. Donc, nouvelle génération de décentralisation. Je rappelle qu'il y a deux manières de la concevoir, et je l'ai rappelé au Premier ministre dans un échange. Il y a la technique du doyen Maurice Oriou, vous irez voir qui c'est, qui disait, à la fin du 19e, monsieur le préfet l'a eu au concours d'ENA, la décentralisation conçue comme une manière d'être de l'État. Et moi, la décentralisation, ça s'appelle des libertés locales, et non pas une manière d'être de l'État. Et en même temps, monsieur le préfet, je souhaite la déconcentration de l'État. Nous avons besoin de l'État territorial, nous avons besoin d'un État qui obtient des réponses
Et quand la préfète d'une grande région comme la Bretagne, qui a pourtant un contrat d'accessibilité entre l'État et son conseil régional, n'obtient pas les souplesses nécessaires, et qu'il faut attendre d'agences qui ont pris le pouvoir ailleurs, la technocratie. Je ne veux pas faire de procès à la technocratie, c'est aussi parce que nous, élus, nous avons laissé le pouvoir glisser. Et que donc nous devons le reprendre. Et le reprendre dans des textes non pas contre l'État. Moi je suis un gaulliste, c'est pas très bien porté ici, mais il faut bien, j'en ai un dans cette salle. Je vous le dis, je crois à la République une et indivisible. Mais est-ce que la République une et indivisible, ça veut dire tout vient d'en haut? Non. Tout vient pas d'en haut. Je suis certain que, y compris Georges Pompidou, quand il met en route, quand le président Mitterrand met en route la décentralisation, il croit à la République une et indivisible, profondément. D'ailleurs, je l'ai lu, nous avions l'avantage d'être en fin de semaine à 300 mètres l'un de l'autre à Rambouillet, l'occasion pour moi de rencontres qui furent des rencontres fortes. Eh bien, j'avais bien le sentiment que la décentralisation, et qu'opposer Jacobins et Girondins, je ne suis pas sûr que ça soit aujourd'hui l'essence. J'ai envie qu'on soit tous attelés à la France. Plus de liberté locale en matière de normes. La norme unique qui s'applique au territoire d'outre-mer dans des conditions climatiques et sismiques différentes. Mais je prends cet exemple. La répartition des compétences, oui, le principe de subsidiarité et la différenciation. Alors je vous dis clairement, le Premier ministre l'a abordé, différenciation, nous pouvons déjà en faire. Regardez ce qu'on a fait avec la collectivité européenne d'Alsace. On le fait déjà sur des territoires frontaliers. Elle est possible. Et je le dis aussi, nous sommes disponibles pour réviser la Constitution. Seul point, vous le savez, qui calme, c'est, ça doit vous être sensible aussi, c'est la proximité des élus et c'est la territorialité. Il n'y a pas d'autre point de blocage. Mais pardonnez-moi, je ne sais pas réinventer la confiance et la proximité en faisant comme dans une première carte il y a très longtemps, un département français parmi les moins peuplés n'avait plus qu'un demi-député en créant 2 partis de circonscription. Voilà pourquoi, je vous dis aussi que je ne lâcherai pas là-dessus. En tous les cas, moi, en tant que président du Sénat. Alors, j'ai été trop long, mes chers collègues. Vous voyez, nous allons avoir des rendez-vous importants et le Sénat, parce que c'est la Constitution et nous avons besoin de construire ça ensemble. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, avec l'Association des Petites Villes de France, nous allons continuer le travail. Je souhaite vraiment que vous nous transmettiez. Alors c'est simple, parce que vous avez beaucoup de relais dans la maison. Votre président délégué, qui est comme chez lui dans cette maison, votre secrétaire général, d'ailleurs vous avez fait l'OPA sur le Sénat. Et donc, au lieu de se faire une offre publique d'achat, je vous fais une offre publique de participation. Parce qu'au fond, je crois à la société de participation et qu'on a besoin de vous, comme on a besoin des villes de France, comme nous avons besoin, bien sûr, des 3 grandes associations d'élus. Comme j'étais l'autre soir avec Jean-Luc Houdin, parce que nulle idée dans ma tête d'opposer les uns aux autres. Je le rappelle, nous ne sommes pas que l'assemblée du seigle et de la châtaigne, comme elle était définie au XIXe siècle. Alors, mes chers amis, merci de m'avoir invité. J'espère vous avoir apporté quelques informations. J'espère aussi vous avoir dit que nul en responsabilité dans une démocratie peut considérer qu'un tiers de la population de notre pays, qu'une majorité de la surface du territoire concerné, même une large majorité, ça n'est pas essentiel pour notre pays. Et que c'est le général de Gaulle qui disait « La France, c'est tout à la fois. La France, c'est tous les Français. » Et je crois que, plus que jamais, nous avons besoin de cela. Alors, je terminerai avec ce principe, puisqu'on est dans une ville de citation, Monsieur le Président. C'est La Rochefoucauld qui disait « Il n'est nulle difficulté qu'un homme ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. » Eh bien, faisons de ces difficultés les succès de demain, pour que vive les petites villes de France, vive la République et vive la France!